20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Khalifa Sall, condamné par la Cour suprême. L'ancien maire de Dakar qui contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie s'est vu rejeter le pourvoi en cassation introduit par sa défense. Une défense qui compte abattre ses dernières cartes en utilisant le rabat d'arrêt comme ultime recours. Devant la Cour suprême ce matin, sympathisants et militants sont venus nombreux assister au verdict rendu par la juridiction. Ils se disent déçus et parlent d'une instrumentalisation de la justice par l'exécutif. Le parrainage et son lot de polémiques. Les doublons sur les fiches de collecte ont barré la route à de nombreux challengers. Des obstacles qui ont fait réagir les citoyens. Nombreux sont ceux qui pensent que ces erreurs commises par les électeurs sont à mettre sous le compte de l'ignorance. Et pour ce qui est des sanctions à prévoir, les avis sont partagés. Maître Ousmane Seye et Maître Amadou Ali Kane ont été interrogés sur la question. Leur réaction à découvrir au cours de ce journal. Grave accident sur la route de Kaffrine, bilan 2 morts et une dizaine de blessés. L'accident est survenu après une collision entre un camion et un tracteur. Et puis l'invité du 20h, il s'agit d'Alioune Tine, doyen de la société civile, expert indépendant de l'ONU au Mali. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous le disais donc tout de suite dans le sommaire. Khalifa Sall, condamné par la Cour suprême à 5 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 5 millions de francs CFA. La défense, dont tous les recours ont été rejetés, 12 au total, crie à l'injustice et annonce la poursuite de la bataille judiciaire. Quant à la partie civile qui savoure sa victoire, la décision est selon elle définitive. Mambiram Diouf pour les détails. La décision est tout sauf légale parce que viole les droits de Khalifa Sall, déclarent ses avocats. La Cour a essayé de nous expliquer qu'au moment du délibéré, ils étaient en nombre impair. Mais comment le savoir? Il n'est pas possible à la défense de vérifier qu'au moment de siéger, ils étaient en nombre impair. Nous allons nous réunir, nous allons examiner la décision rendue et nous allons en tirer toutes les conséquences du droit dans les jours à venir. 5 ans de prison assortis d'une amende de 5 millions de francs CFA, la Cour suprême confirme ainsi le verdict du 30 mars 2018 en première instance et en appel. Pour la partie civile, c'est une condamnation définitive. Pour nous, c'est une procédure qui est terminée. Maintenant, s'ils veulent porter le combat ailleurs, nous répondrons présent. Le rabat d'arrêt est suspensif. D'autres voies de recours s'offrent à la défense selon Maître Amadou Ali Kane. Il y a le rabat d'arrêt qui est encore possible. Et nous allons voir si... Ça, c'est son point de vue. Il ne met pas de ma compétence de critiquer les propos d'un confrère et surtout qui défend une partie adverse. Je ne le ferai pas. Non, Khalifa Sall n'est pas hors course. La Cour suprême ne l'a pas dit et les voies de recours restent encore ouvertes. Par conséquent, ce que M. Sissé a dit, je le respecte, mais ça ne nous engage pas. Le rabat d'arrêt n'est pas un second pourvoi en cassation. Donc le rabat d'arrêt n'a pas un caractère suspensif. La condamnation de Khalifa Sall dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la ville de Dakar n'entache en rien la candidature de l'ex-maire de Dakar à la présidentielle, préviennent ses avocats, même si la publication définitive des candidats se fera le 20 janvier. Voilà la Cour suprême donc qui a rejeté les pourvois en cassation de Khalifa Ababacar Sall, une décision qui ne surprend pas ses sympathisants et militants. Donc selon ces derniers, il y a tout simplement une mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. N'empêche, ils comptent poursuivre le combat pour porter leur candidat à la magistrature suprême, à la Cour suprême ce matin. Des membres de l'opposition étaient présents en masse pour soutenir l'ancien maire de Dakar, Fatimata Touré. La colère et l'indignation devant la Cour suprême après l'annonce de la condamnation de l'ancien maire de Dakar. Khalifa Sall, condamné malgré son record fabuleux au parrainage, ses partisans pas du tout surpris. Macky Sall est derrière la condamnation de Khalifa Sall. Il est responsable de tout. Ces juges ne font que suivre des instructions. Macky Sall a peur de Khalifa Sall. Nous, on savait déjà que la Cour suprême allait confirmer la condamnation. On attendait cette décision, ça ne nous surprend guère. Mais cela n'est pas une raison pour nous décourager. Nous allons continuer le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Déterminés, ces militants déclarent être prêts à l'accompagner dans tous ces combats. Pourquoi pas son installation au fauteuil présidentiel. Nous n'avons peur de rien. Nous allons accompagner notre leader jusqu'à la magistrature suprême.
Il sera bel et bien candidat et remportera haut la main l'élection présidentielle. Et ça sera la plus grosse humiliation pour Macky Sall. Des membres de l'opposition sont aussi venus pour montrer leur solidarité à l'ancien édile de Dakar. Ils soutiennent que l'heure est venue de se faire entendre. Il faut que tout le monde descende dans la rue et dire non à Macky Sall. Parce qu'on ne peut pas continuer à gérer un pays comme ça, à gérer un pays par la force. On est entré dans une crise politique grave au Sénégal. Crise beau. Élection bii di ñëw du ko jeexal de. Peuple bi mooy régler lii parce que peuple bi war a wàcc xeex ko. Cette décision de la Cour suprême remet en cause aujourd'hui la recevabilité de sa candidature à un mois des joutes électorales. Voilà l'élection présidentielle qui approche avec son lot de polémiques. Les tracas liés aux doublons sur les fiches de parrainage suscitent réaction auprès de nombreux citoyens. Toutefois, les avis sont partagés. Si certains pensent que c'est fait sciemment par certains électeurs, eh bien d'autres pensent que c'est à mettre sous le compte de l'ignorance. Et tous espèrent une élection apaisée au soir du 24 février 2019. Reportage Aïssatou Gueye et Gervais Yao. Il y a beaucoup de personnes qui ont été trompées. Elles ont même signé des doublons sans le savoir. On leur a promis des financements. Alors qu'en réalité, les hommes politiques ont juste besoin de leur signature pour le parrainage. Et vous savez, les personnes qui ont 2 ou 3 parrains doivent être traduites en justice. Et je pense que c'est ce que la loi avait prévu. Je pense que les gens qui parrainent 2 fois, ce ne sont pas de bons citoyens. Parce que si on parraine, on doit parrainer un seul candidat. C'est pas normal. On ne doit pas parrainer 2 fois. Si on parraine 1 fois, c'est bon. 2e fois, c'est l'argent. Donc il y a corruption. Et toujours à propos de ces doublons sur les fiches de parrainage qui, pour mettre en œuvre les sanctions pénales, le procureur ou alors le candidat qui en a été victime, de l'avis de Maître Ousmane Seye, eh bien, il revient au candidat abusé de remettre les pendules à l'heure. Quant à l'avocat Maître Amadou Ali Khan, il estime qu'il y a un vide juridique sur la question parce que selon lui, la loi n'a pas été claire sur le sujet et sur le sort réservé aux candidats qui ont parrainé, aux électeurs qui ont parrainé plus d'un candidat Mambiram Diouf. Le rejet de liste de parrainage pour cause de doublons concerne plusieurs candidats. Les parrains ayant apposé leur signature sur plus d'une liste violent la loi et risquent des peines pouvant aller d'1 mois à 1 an de prison et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA. Qui, pour les poursuivre, se demande Maître Amadou Ali Khan, estimant que cela n'a pas été réglé par la loi. Est-ce que c'est le procureur qui s'autosaisit et qui poursuit ces personnes? Ou est-ce que ce sont les candidats qui ont été victimes de ces doublons qui doivent porter plainte, les violateurs de la loi? Si cela arrivait, porter plainte, est-ce qu'en ce cas, le juge électoral peut passer outre, peut continuer son travail sans tenir compte de ce qui va être jugé au plan pénal sur la question? Celui qui doit saisir de la justice, c'est celui qui empathie, c'est celui à qui le préjudice est causé, c'est le candidat. Et sur cette base, le procureur de la République déclenche l'action publique. Tout le contraire de ce qu'en pense Maître Ousmane Seye, aux candidats concernés de poursuivre les personnes ayant passé outre la loi. Ces poursuites cependant s'annoncent complexes. Il se peut qu'une personne parraine une ou plusieurs candidats ou bien commette des irrégularités dans le parrainage d'une manière involontaire, sans intention de le faire. Dans ces conditions, je crois que ce n'est pas la peine de poursuivre. Moi, je n'ai accordé qu'un seul parrainage. L'autre parrainage qu'on m'oppose, il est fictif. Je ne l'ai jamais donné. Je ne sais pas où est-ce que la personne allait le chercher. Le collectif des 25 candidats de l'opposition contre le parrainage, le considérant comme un filtre pour l'élimination programmée de candidats, n'envisagerait surtout pas de poursuivre des citoyens pour double parrainage pour ne pas donner du crédit à ce système. Rejet de leur parrainage, le collectif des 25 candidats de l'opposition engage le combat. Ils disent être prêts à la mobilisation pour contester ces rejets dont ils ont été victimes. Une stratégie qui peut être payante. De l'avis de Mamadou Sy Albert, l'analyste politique invite toutefois les opposants à consolider leurs liens et à renforcer leur représentativité, notamment en zone rurale, pour mener à bien ce combat. Koumba Madlo l'a rencontré, reportage.
Le cap du parrainage, nombreux sont les candidats qui ne l'ont pas franchi. C'est dans cette logique qu'ils se sont réunis autour d'un collectif regroupant les 25 candidats de l'opposition. Une bonne stratégie de lutte, selon cet analyste politique. Imaginons les candidats qui seront éliminés. Est-ce qu'ils ne vont pas reporter leur voix sur un candidat? Ça également, c'est un avantage. Donc la stratégie, elle est bonne du point de vue politique, elle est bonne du point de vue organisationnel, elle est bonne également par rapport à l'opinion. C'est un message que l'opposition adresse à l'opinion. Une lutte qui peut aboutir si et seulement si les intérêts personnels sont mis de côté. Est-ce que l'opposition va prendre le mot d'ordre, on soutient celui qui ira au second tour? Est-ce que l'opposition va reporter les candidats, disons, recalés, est-ce qu'ils vont reporter leur choix sur d'autres candidats? Je crois que là, il y a des risques que l'opposition soit dispersée parce que chacun va essayer de tirer l'avantage de son côté. Renforcer la représentativité en zone rurale, une solution pour mener à bien ce combat. Je crois que c'est ça, peut-être, la faiblesse de notre opposition de manière générale. Elle ne travaille pas suffisamment l'opinion, l'électeur à la base. On est plutôt concentré à Dakar. C'est seulement pendant la campagne électorale que l'opposition va se déployer à l'intérieur du pays. Ça, c'est une faiblesse de l'opposition. Pour l'heure, le collectif promet d'investir les rues de Dakar le 8 janvier prochain pour contester les multiples rejets de candidatures à l'élection présidentielle. Et nous recevons à présent notre invité. Il s'agit donc d'Alioune Tine, doyen de la société civile, fondateur d'Africadium Center. Bonsoir Monsieur Tine. Bonsoir Sarah. Qu'est-ce que c'est Africadium Center? C'est un think tank, un laboratoire d'idées qui travaille sur les questions d'innovation démocratique, qui réfléchit sur nos pathologies démocratiques et institutionnelles, sur les problèmes d'environnement et sur les problèmes de renforcement des capacités des femmes et surtout des jeunes. En réalité, c'est les liens intergénérationnels entre effectivement les générations comme nous avec l'expérience et les jeunes générations qui arrivent. Alors l'actualité, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui, après première vérification des parrainages, a recalé une grande majorité de candidats issus de l'opposition. Une opposition qui aujourd'hui est sur le pied de guerre. Elle annonce même une manifestation les 4 et 8 janvier prochains. Quelle est votre lecture de la situation et surtout pensez-vous qu'on s'achemine vers un sérieux contentieux électoral? Écoutez, ça s'alourdit le précontentieux, en tout cas. C'était prévisible. Parce que c'est une loi qui a été, si vous voulez, adoptée sans consensus. C'est une loi qui n'a pas été suffisamment mûrie, suffisamment débattue, suffisamment discutée, avec effectivement des moyens techniques de vérification très compliqués. Ce qui fait effectivement que, bon, il y avait un certain nombre de problèmes dont on a parlé, à savoir, vous savez, la question de l'identification. Dès que vous le faites, déjà, vous êtes dans la violation du secret du vote. Il y a pas mal de choses, sans compter bon, les achats. Tous l'admettent, hein, ils ont été obligés. Donc, ceux qui ont beaucoup d'argent, quand vous regardez ce qui sont passés, c'est les gens de l'establishment politique. Donc, qui ont déjà, si vous voulez, un enracinement sur le plan national, qui sont là-dedans. Et puis ceux qui ont de l'argent, donc certains c'est des milliardaires, on les connaît, on n'en parle pas beaucoup. Et bon, bien sûr, de nouveau, vous savez, le pur, ça également c'est une machine, hein, avec, si vous voulez, la plupart des talibés moustarchidines, il ne faut pas se le cacher, hein, c'est une grosse machine. Puis ensuite, il y a le nouveau qui émerge, qui est Sonko. Donc on peut comprendre, hein, parce que comme on dit, la nature ayant peur du vide, donc il y a beaucoup de jeunes qui portent leur espoir sur Sonko. Ce qu'il faut dire, c'est l'élimination des femmes en tant que genre. Ça veut dire que le système est censitaire, que le système est discriminatoire. Et de mon point de vue, le seul fait qu'il n'y ait pas une seule femme qui soit capable vraiment de franchir la ligne, ça c'est une catastrophe pour moi. C'est une catastrophe. Donc ça veut dire effectivement nous n'avons pas encore donné les capacités politiques permettant aux femmes d'occuper effectivement les premiers postes. Ça c'est très important. Deuxièmement, c'est l'élimination de courants minoritaires.
ils ne sont pas bien implantés sur le plan électoral ou sociologique. Mais c'est des gens qui ont des idées, qui font dans l'innovation, qui font dans la réflexion, qui sont patriotiques, qui ne cherchent pas l'argent. Donc, une espèce de minorité de gauche et d'extrême gauche, si vous voulez, très engagés. Les vrais militants politiques ont été éliminés. Ce qui fait effectivement que ça pose des problèmes. Parce que quand on a un débat national de cette nature, il faut que tous les courants politiques puissent s'exprimer. Vous dites que cette loi a été votée sans consensus. En revanche, la loi, bien entendu, sur le parrainage, on sait que la société civile a été intégrée par souci de transparence dans le processus de vérification des parrainages. Aujourd'hui, au finish, pourtant, l'opposition récuse les décisions prises par l'institution. On peut s'interroger dès lors sur l'utilité d'intégrer la société civile par souci de transparence si, in fine, l'opposition ne donne pas de crédit aux décisions prises sous le contrôle de cette même société civile. Bien sûr, la société civile, écoutez, j'en fais partie, hein, et je suis leur doyen. Et nous soutenons totalement la décision qui avait été prise effectivement par nos amis de la société civile. Tout cela, ça fait partie quand même des rôles de la société civile, de leur implication dans effectivement tout le processus électoral. Et c'est effectivement à la demande que les gens sont là pour vérifier, contrôler. La société civile vérifie, contrôle et rend compte. Je ne vais pas parler en leur nom aujourd'hui parce qu'on est en train de préparer une conférence de presse où les gens vont présenter effectivement les résultats. Mais qu'est-ce que cela vous fait en tant que doyen de la société civile de voir l'opposition rejeter un système de vérification pourtant adopté, validé par vos collègues? Écoutez, que ce soit l'opposition ou le Conseil constitutionnel, ils ont été rattrapés par effectivement des choses qui n'étaient pas réglées en amont. Donc tous se retrouvent avec les mêmes difficultés. Vous soutenez également donc la thèse que même le Conseil constitutionnel aurait été dépassé par cette situation? De mon point de vue, le Conseil constitutionnel avait été saisi sur ces questions et a déclaré son incompétence. Maintenant, on est en amont et effectivement le Conseil constitutionnel opine sur ça. De mon point de vue, il y a des choses sur lesquelles, si on ne les règle pas en amont, ça nous rattrape en aval. Et c'est ça qui est arrivé avec la question du parrainage. Seulement, il faut garder la tête froide. C'est une première expérience. Il faudra effectivement évaluer et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper, pour qu'on ait un système démocratique quand même qui soit acceptable. Parce que par rapport à ce qui arrive, il est évident qu'on peut se poser des questions. Maintenant, est-ce que pour savoir vraiment si on peut avoir la moyenne, c'est peut-être de voir tous ceux qui ont été éliminés et voir la moyenne, qu'est-ce que ça donne par rapport au... Parce que quand même, sur les 25 éliminés comme ça, mais c'est trop. C'est trop. C'est censitaire et ça ne donne pas une bonne idée, de l'ensemble, de l'ensemble des opinions, des courants qui sont représentés au Sénégal et qui sont importants. Parce qu'il y a des courants qui font avancer les choses, qui font avancer la démocratie, qui font avancer le débat, qui élèvent le débat. Et tous ces courants-là ont été éliminés. Ce n'est pas juste. Mais ils ont été éliminés sur la base d'éléments bien précis. Parce que vous entendez parler en disant élimination, on a l'impression que ça s'est fait de manière très rapide. Le Conseil constitutionnel a quand même sorti un communiqué hier pour dire... Vous savez, la société civile a été critique par rapport au problème du parrainage. On l'a soulevé, on a dit les problèmes. Malgré tout, les choses ont continué. Bon, on prend acte. Mais il est évident qu'il faut évaluer pour faire en sorte que ça ne fasse pas reculer la démocratie sénégalaise. Surtout la qualité de la démocratie, la qualité des débats quand nous avons par exemple une présidentielle. L'opposition récuse le ministre de l'Intérieur quant à l'organisation de ces élections. Le chef de l'État a décidé contre vents et marées de maintenir Aly Ngouille Ndiaye à ce poste. Il l'a dit d'ailleurs la dernière fois lors de son face-à-face avec la presse. Votre avis sur la question? De mon point de vue, je pense que nous avons une tradition ici au Sénégal d'avoir une administration neutre lors des élections. Et cette tradition a émergé à partir des années 91. Ça a été un travail assez long
après 88 et 89 et tous les événements qui étaient violents, sanglants que nous avons connus. Donc il y a eu un homme qui s'appelle Famara Ibrahima Sagna, qui a beaucoup travaillé pour réunir, créer le dialogue et permettre effectivement que les Sénégalais se réunissent et avoir ce code électoral. C'est le premier code. En 1996, on a eu des élections chaotiques. Diouf a eu quand même su tirer les bonnes leçons, Abdou Diouf, en créant l'ONEL en 1997, confié au général Niang. Et puis ensuite, le ministère de l'Intérieur, confié à Lamine Cissé. 1998, c'est le meilleur parlement que le Sénégal ait jamais eu. C'était un bon parlement de qualité. Et ça nous a permis de faire 2000 en toute transparence et dans la paix. 2007 a été une catastrophe avec le boycott des élections par l'opposition. Malgré tout, en 2012, quand même, quand les gens ont quand même dénoncé Ousmane Ngom, Wade a nommé Cheikh Gueye. Donc cette tradition de neutralité est une bonne tradition pour avoir des élections apaisées, pour créer la confiance entre les différents acteurs. Donc nous invitons le président de la République à réfléchir, il n'est jamais trop tard. Il peut se tromper parce que c'est un être humain. Donc je pense que dans le cas où on est, celui qui gagne les élections dans un contexte calme, stable, sans problème, je pense gagnerait à tout faire pour qu'il y ait un consensus, un dialogue pour qu'on aille vers des trucs. La Cour suprême a confirmé la condamnation de Khalifa Sall, venez de l'entendre, une condamnation qui fait naître une nouvelle polémique entre ceux qui pensent qu'il a une dernière chance à travers le rabat d'arrêt et d'autres qui soutiennent que les dés sont pipés pour l'ancien maire de Dakar. Votre position sur la question? Vous savez, il y a deux choses qui ont plombé le processus électoral ici au Sénégal. Un, c'est le parrainage. Un, le recours à la justice pénale. Et si c'était une justice, effectivement, comme on dit, équitable, non partisane, ça veut dire qu'en réalité, si on prend tous les voleurs de la République, nous on est contre effectivement les détournements des fonds. Mais vous ne pouvez pas donner l'impression que les seuls voleurs sont dans l'opposition. Alors, c'est ça un tout petit peu qui crée le problème. Mais effectivement, que Khalifa soit écarté, de mon point de vue personnel, c'est une catastrophe. Vous pensez que ça y est, il est écarté définitivement? J'en sais rien, sans être juriste, bien entendu. S'il est écarté définitivement, ça ne serait pas une très bonne chose. Parce que pour la démocratie sénégalaise, donc de mon point de vue, c'est pour ça que nous disons, pour éviter, si vous voulez, les tensions politiques qui sont inutiles à l'heure actuelle, parce que quand même nous avons le pétrole, nous avons le gaz, et ce sont des ressources qui n'aiment pas le bruit. En tant que doyen de la société civile, dernière question, si vous aviez un conseil, mais alors là, vraiment un seul, à donner aussi bien au chef de l'État, aux membres de l'opposition, il serait lequel? Asseyez-vous, dialoguez, discutez, apurez le précontentieux et allons tranquillement vers des élections pacifiques et apaisées. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Tine, donc président d'Africadium, fondateur d'Africadium Center et doyen de la société civile. Et que la présidentielle de février prochain soit transparente et apaisée, c'est l'appel lancé par les partisans de Maître Madické Niang dans la région de Ziguinchor. Ils ont lancé cet appel en marge d'une rencontre qu'ils ont organisée à Tengori, c'est dans le département de Bignona, suivant les propos de leur coordinateur régional au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandja. Nous souhaitons qu'il y ait des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous souhaitons que la paix règne dans ce Sénégal-là. Maître Madické Niang, notre référence, le président de la coalition nous a demandé de ne pas être arrogant, de ne pas être insolent, parce que lui, il ne le fait pas. Il n'utilise jamais un langage ordurier, il n'utilise jamais des mots, en tout cas, qui révoltent. Il a toujours utilisé un langage consensuel. Et c'est comme ça qu'il nous a appris à faire. Et c'est comme ça aussi que nous sommes en train de faire. Donc faites en sorte que les populations adhèrent à votre cause. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. 52% de l'électorat est féminin. Ça, ce sont les femmes. Donc si aujourd'hui nous voyons qu'on a beaucoup plus de femmes, c'est une fierté. Et je pense que nous sommes en train de suivre l'exemple que Madické Niang nous a donné.
Et puis sachez qu'en route pour la présidentielle, le candidat Idrissa Seck a adressé cet après-midi son programme. Son directeur de campagne a déchiffré sa vision programmatique pour le Sénégal. Une fois élu, le candidat de Rewmi prône le bulletin unique et promet de mettre fin à la promotion des riches pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Dans une conférence de presse, Abdourahmane Diouf, son porte-parole, a répondu aux questions de Habib Faye et Youssou Barou. Le président Idrissa Seck pense qu'il est temps qu'on arrête de parler au Sénégal des députés du président de la République. Les députés du président de la République viennent de la liste nationale. Ils sont élus au suffrage majoritaire. Cette situation devra être réformée. Et nous allons vers une proposition ferme d'une organisation des élections législatives avec un scrutin à 2 tours par circonscription à la proportionnalité intégrale. Idrissa Seck président, nous aurons l'élection du président de la République sans le filtre du parrainage. C'est un engagement qu'il prend. Au-delà de tous les discours de rationalisation des choix budgétaires qui ont été énoncés et qui n'ont pas été faits, le Sénégal va aller vers l'élection du président de la République avec un bulletin unique. Tout ce qui est petite et moyenne entreprise n'est pas protégé, n'est pas encouragé. Les petites et moyennes entreprises, des jeunes de 25 ans, 30 ans qui finissent leurs études, qui créent un business, parce qu'on les encourage à créer un business, font face à une pression fiscale qui les étouffe et qui les évite de se développer. Les mesures fiscales que nous allons prendre vont aller dans le sens d'un allègement fiscal qui permettent à ces jeunes qui ont des petites et moyennes entreprises de devoir décoller. Drame sur la route de Kaffrine. Une collision entre un camion et un tracteur a fait 2 morts sur le coup et plusieurs blessés, une dizaine. L'accident a eu lieu à hauteur du village de Kerbabou, juste à l'entrée de Kaffrine. Selon les témoins, c'est le camion qui tentait de dépasser 2 véhicules pour se mettre en 3e position. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Kaffrine. L'accident s'est produit hier nuit, donc vers 23 h. Les images du drame sont signées Ibrahima Diamé et Omar Ndiaye. Colère des populations de Kindakam. Elles se sont donné rendez-vous à la place publique du village avec des brassards rouges. Ces populations réclament entre autres un forage, la construction d'une piste de production, d'un barrage anti-sel, de l'électricité et l'achèvement des travaux des cases de santé. Bakary Conté, image Khalid Diamé. Kindakam, qui signifie en balande celui qui a soif. Cette localité est située dans la commune de Bambali, un seul puits pour 3000 habitants. Jusqu'à présent, nous buvons dans les puits. Un seul puits. À un moment donné, à partir du mois de février-mars, les puits atterrissent. Kindakam est entouré par des vergers. L'accès est presque impossible. Chaque année, des tonnes et des tonnes de produits pourrissent. Kindakam, c'est un village qui a beaucoup planté. Kindakam produit beaucoup de fruits. Si Kindakam n'a pas une piste de production et qu'il produit beaucoup de fruits par an, ça, nous voyons ça anormal. Il y a trop de pertes. Parce que l'année passée, ici, un camion de 30 tonnes s'est foncé à l'intérieur du village même. Il a tout fait. Le chauffeur a appelé un tracteur pour tirer le camion. On a tout fait, ça n'a pas marché. Tout ce camion-là est pourri à l'intérieur du village là. On a déversé les mangues là à l'intérieur du village. Le sel a envahi les rizières, des hectares et des hectares de terre perdus. Le barrage, ça compose 10 villages. Quand le barrage, il n'y a plus rien au barrage ici. Quand le barrage est démoli, à savoir que tous les villages environnants, tout est gâté. Toutes leurs rizières seront gâtées. Donc au début, on nous disait que le barrage, les rizières qui sont là, ça a servi tout le monde ici. Personne n'a besoin d'aller à la boutique pour payer du riz. Parce que le barrage, c'est bien. Même la forêt classée est menacée. Parce que quand tu vas dans la forêt classée, moi j'ai eu le temps de promener avec un certain eau et forêt. Ils nous montraient des arbres. Ces arbres, c'est à cause de celle raison pour laquelle ils sont morts. Ces populations menacent. Nous demandons au gouvernement du Sénégal de nous aider, sinon nous n'allons pas voter. Chaque élection, nous votons et les promesses ne sont jamais tenues. En tant que citoyen sénégalais, Kindakam réclame aussi de l'électricité et l'achèvement des travaux de la case de santé. À Dara Djolof, le taux de mortalité maternelle en hausse en 2018 par rapport à 2017. La fermeture du bloc opératoire fait partie de ces causes à l'origine donc de cette hausse. Et les autorités de la commune s'engagent pour enregistrer 0 cas cette année. Reportage signé Modombay.
La progression du taux de mortalité maternelle entre le sommet du personnel sanitaire du district de Dara. En 2018, 10 femmes ont perdu la vie en donnant naissance, alors qu'en 2017, il y a 2 pertes de vie enregistrées. En 2017, on a eu 2 cas, une évolution très favorable qui a été accompagnée par la fonctionnalité du bloc opératoire. Mais cette année, en 2018, on a une recrudescence des cas de mortalité maternelle. On a eu 2 cas pour le premier trimestre, 2 cas de décès maternel. Et à partir du 31 mai 2018, on a eu 8 cas de décès. Face à cette situation, le médecin-chef lance un appel aux autorités compétentes pour la réouverture du bloc opératoire. Le bloc opératoire aujourd'hui est actuellement entièrement équipé. L'équipe opératoire est sur place. Ce qui manque juste, c'est l'affectation d'un technicien en anesthésie de réanimation pour la réouverture du bloc opératoire qui va nous permettre en tout cas de réduire drastiquement les mortalités maternelles. Les 2 parlementaires, Ndeye Fatou Guissé et Annie Mbeng, s'engagent à accompagner les autorités sanitaires pour mettre fin à ce fléau. Nous devons participer à cette lutte. Nous devons aussi faire des campagnes de sensibilisation. Pourquoi pas créer des relais dans les zones rurales? Raison pour laquelle j'ai choisi d'organiser cette conférence pour sensibiliser les populations. Nous souhaitons vraiment la réouverture du bloc opératoire dès ce mois de janvier. Et s'il plaît à Dieu, elle sera notre combat. Je suis allé chez les familles des 2 victimes, mais vraiment, c'est triste. Une conférence de sensibilisation est organisée par les autorités de la commune de Dara. Et le but est d'enregistrer 0 cas de mortalité maternelle pour cette année 2019. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.